À quoi ressemble la vie aux États-Unis dans les années 50? Pour la majorité des Américains, a une certaine idée du bonheur. C'est une période prospère, le pays jouit d'une croissance sans précédent et le taux de chômage est au plus bas. C'est le triomphe de l'American Way of Life, avec son conformisme, ses valeurs familiales et religieuses et son consumérisme. En résumé, la vie est belle, simple et très matérialiste. Mais comme souvent, il y a une ombre au tableau. Ces satanés communistes dont l'existence même résonne comme une menace pour l'Amérique. Mr. Hoover, some people are saying today that communism is no longer a danger to our country. What is your opinion about that? Senator, I think that communism is as serious a menace to the United States as it ever was, if not more so. Because today you have in charge of the Communist Party a hardcore, fanatical group of members who are dedicated to the overthrow of our government by force and violence. The Communist Party itself is a part of an international criminal conspiracy for the destruction of the American way of life. It's headed up into Moscow by Nikita Khrushchev. À la fin des années 50, pour l'Américain moyen, Nikita Khrouchtchev, c'est l'ennemi public numéro 1. Non pas que l'Américain moyen sache grand-chose sur lui, mais ce qu'il sait lui suffit à se faire une opinion. Nikita Khrouchtchev est le dictateur du plus grand pays du monde, l'Union soviétique. Il déteste Dieu, l'Amérique et les Américains. Il possède l'arme atomique qu'il semble prêt à tout moment à utiliser contre les États-Unis. En quelques mots, pour les Américains, Monsieur K, comme les médias l'ont surnommé, c'est le diable en personne. Pourtant, l'impensable se produit. In a special White House conference, President Eisenhower reads the text of a joint announcement released simultaneously in Moscow. The President of the United States has invited Mr. Nikita Khrushchev, Chairman of the Council of Ministers of the USSR, to pay an official visit to the United States in September. Mr. Khrushchev will visit Washington for 2 or 3 days and will also spend 10 days or so traveling in the United States. Tandis qu'à Moscou, Khrouchtchev s'apprête à monter dans l'avion qui l'emmène aux États-Unis, à la Maison-Blanche, on s'occupe des préparatifs de dernière minute. Le moindre détail de l'itinéraire est soigneusement étudié. Pour les conseillers du président américain, l'objectif est simple. Promener Nikita Khrouchtchev pendant 10 jours à travers le pays et lui montrer ce que l'Amérique a de meilleur à offrir. La grandeur et la richesse de ce qu'il verra ne devra pas manquer de l'impressionner. Ainsi, au terme du voyage, quand il rencontrera le président américain, Khrouchtchev sera-t-il dans les meilleures dispositions pour discuter des problèmes de la guerre froide? Et ce, bien sûr, pour le plus grand profit des États-Unis. Évidemment, l'objectif de Khrouchtchev est diamétralement opposé à celui des Américains. Il ne veut en aucun cas avoir l'air impressionné ou vulnérable et tient par-dessus tout à faire bonne impression. Ce qu'il veut, c'est montrer un communisme à visage humain. Voici comment, quelques années plus tard, il racontera dans ses mémoires son voyage au pays des capitalistes. À l'époque, nos relations avec les États-Unis étaient froides et tendues. Je voyais ces 2 semaines comme un examen très important. En politique, surtout dans le domaine de la diplomatie, tout est une question d'équilibre. Si vous parlez trop bas, votre ennemi cessera de vous respecter, mais si vous parlez trop fort, vous risquez de faire dans votre pantalon, pour ainsi dire. Je ne me rendais pas n'importe où, c'était l'Amérique, notre ennemi le plus puissant. Khrouchtchev veut utiliser chaque étape du voyage à son avantage. Dès les préparatifs, il exige que la délégation soviétique traverse l'Atlantique à bord d'un gigantesque avion, le Tupolev 114. C'est à l'époque le seul avion de ligne au monde capable de voler sans escale de Moscou à Washington. Un objet de fierté pour le dirigeant communiste. Mais il y a un léger problème. Les Russes n'ont qu'un seul appareil opérationnel et peu de temps avant le vol, des fissures ont été découvertes dans ses moteurs. Les conseillers de Khrouchtchev le supplient de prendre un autre appareil et de faire une escale. K ne veut rien entendre.
Il veut impressionner les Américains à tout prix, même si cela implique de risquer sa vie et celle des autres passagers. Heureusement pour tout le monde, l'avion arrive entier jusqu'aux États-Unis. Quand l'énorme jet amorce sa descente vers Washington, tous les protagonistes sont prêts pour tenir leur place dans le grand show qui s'annonce. Nikita Khrouchtchev, Dwight Eisenhower, le peuple américain et même les médias qui vont jouer un rôle inattendu. Our entire two-hour program this morning is given over to a man whose name I'll bet you can't spell. Can you? We made a little survey and found that not 1 out of 20 people can spell Khrushchev's name. Try it right now. How do you spell it? Well, it's K-H-R-U-S-H-C-H-E-V. In profile, Nikita Khrushchev, a profile we're looking at more closely than ever before, trying to see what it tells us about this man who is now at the height of his power. A short, relatively fat man who hardly fits our image of what the most powerful dictator in the world should be. How did this bulky fellow with the rotund face that might be that of a clown reach his present pinnacle? This morning we have as our guest Mr. Nicholas Kovac, who's been supporting himself in this country for many years by playing and making some of Khrushchev's favorite instruments, the domra. The man who is about to make his dramatic entrance through that airplane door is the embodiment of all that we hold evil. But at the same time, we cannot help but await with fascination the sight of his presence here. Nous avions très peur de l'accueil que nous réserveraient les Américains. Et s'ils faisaient preuve de discrimination envers nous, et s'ils oubliaient, volontairement bien sûr, d'effectuer l'une des cérémonies habituellement réservées aux chefs d'État étrangers, nous savions qu'ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains. À leurs yeux, nous étions les représentants d'un pays qui ne valait pas un pet de lapin. Pendant les mois précédant le voyage, Khrouchtchev avait accordé une attention toute particulière aux détails du protocole. Rien ne lui échappe, pas même le nombre de coups de canon tirés en son honneur lors de la cérémonie d'accueil. Sa vigilance et sa persistance ont porté leurs fruits. À l'aéroport, tout était brillant, chatoyant, scintillant. Ils avaient préparé notre visite avec goût et nous ont reçus en grande pompe. Ils avaient fait tout ce qu'ils étaient censés faire pour la cérémonie officielle d'accueil d'un chef d'État. J'étais très satisfait. The President has been given a great deal of advice on what he should do with his visitor. One piece of advice coming from Senator Johnston is that he should take him to church on grounds that it is never too late for a sinner to repent. Khrouchtchev affiche un grand sourire et fait signe de la main en traversant Washington. C'est la première fois qu'il voit des Américains. Ils sont nombreux à tenter de l'apercevoir sur le parcours qui sépare l'aéroport de la Maison-Blanche. 250 000 pour être exact. Mais contrairement aux dirigeants soviétiques, personne ne sourit ou ne fait signe de la main. Personne ne l'insulte non plus. L'homme qu'ils observent installé dans une Lincoln décapotable est le même qui, le jour venu, pourrait appuyer sur le bouton rouge et déclencher l'apocalypse nucléaire. Let me ask you, who do you folks represent? We are from the Committee for National Mourning here in Washington, and we are out on the streets to express national mourning for our country in connection with the visit of Khrushchev to this country. We think it's a tragic event, and we're out to show it. À peine arrivé à la Maison-Blanche, Khrouchtchev offre un cadeau au président Eisenhower. C'est une petite boule d'acier, copie conforme de celle déposée la veille sur la Lune par les Soviétiques. Il va sans dire que cet exploit porte un coup terrible au moral des Américains.
Ne viennent-ils pas de perdre une nouvelle manche dans la course à l'espace? Pour enfoncer un peu plus le clou, Khrouchtchev a fait graver sur l'engin ces quelques mots laconiques. URSS, septembre 1959. Obligé de tenir devant les caméras du monde entier la réplique de cet objet source de tous ces maux, le président américain se retrouve pris au piège. Eisenhower bout de colère, mais se comporte en véritable professionnel. Khrouchtchev a marqué le premier point. C'est en tout cas l'opinion des médias américains qui ont choisi de commenter cette première journée à la manière d'un match de football. Today, it's Wednesday, September the 16th, 1959. Right on the hour. And from Studio 3B, here is Dave Garroway. We'll be covering the Khrushchev visit, of course, this morning, as we did yesterday, and will all this week. We'll be showing you perhaps facets of him that you may not have recognized, like what a great showman he turned out to be yesterday. Yes, I knew when that little girl presented him with the flowers that he was going to embrace her or pat her head or something. Little things like taking the play away from the president by holding his Homburg up a couple feet in the air to shade his face. Things that actors kill other actors for. Yes, the way he took out those little 18th century glasses of his, the little round glasses, slowly put them on his face, that was brilliant. Putting his arm around the president in the car riding in from the airport, winking at the reporters. Tight squeeze, that was, wasn't it? Yes, there was not very much space left there in that back seat between Mr. and Mrs. K and the president. They talk about Americans being overfed. I think the Russians do all right. The president was almost lost in the back seat there. You could barely see him. Au National Press Club de Washington, 500 journalistes s'apprêtent à participer à la toute première séance de questions-réponses improvisées jamais organisée avec un dirigeant communiste. La première question aborde le rôle de Khrouchtchev pendant le règne sanguinaire de son prédécesseur, Staline. There is a story that at the meeting of the Communist Party Congress, during which he delivered his long speech about the crimes that Mr. Stalin had committed, that someone in the audience set up an unsigned but written question. Mr. Khrushchev paused in the middle of the speech and read the question to the audience. What were you doing while Stalin was committing these crimes? The question asked. Mr. Khrushchev suggested that perhaps the author would like to arise and identify himself. No one stood up. Well, comrades, Mr. Khrushchev said, now you know what I was doing while Stalin was committing these crimes. Perhaps the chairman would like to comment on that story. Я хотел бы ответить тем сочинителям, которые сочинили этот вопрос, когда они его сочиняли. Чего они хотели? Вы что, хотите поставить меня в положение такое и смеетесь уже заранее? Русские говорят, знаете, смеется тот, кто смеется последний. И как бы вы, господа, выдумщики, понимаете, всяких вздорных сочинений, после не раскаивались в своих выдумок. Я на провокацию не пойду, и я не отвечу какими-нибудь недружескими выпадами, потому что ложь не может за правдой угнаться. Autant dire que la conférence de presse commence plutôt mal. Mais cela ne décourage pas les journalistes américains. Les questions déplaisantes continuent de pleuvoir. Ils l'interrogent encore sur Staline, l'invasion soviétique de la Hongrie, la fameuse phrase « Nous vous enterrerons », la liberté d'expression, les procès contre les Juifs ou encore la religion dans l'Union soviétique. Khrouchtchev répond à une poignée de questions, en écarte quelques-unes par la plaisanterie et esquive les autres. Le lendemain matin, à 7h52 précise, Khrouchtchev arrive à la gare de Washington, fin prêt pour entamer sa grande traversée de l'Amérique.
And there goes our Chairman Nikita Khrushchev through the honor guard of American Army troops to the train which will take him to New York City. Again, he's waving to the crowds, and he's done this all through his tour of Washington, apparently completely oblivious or uncaring about the fact that very few people in the crowds here have waved back or done anything but stare at him rather stonily. This does not prevent the chairman from waving heartily and smiling, a rather broad, engaging grin, I must confess. So far, in his public appearances, Khrushchev has shown no indication at all that he's even aware of the elaborate, fantastic security precautions that have been taken for his sake. La sécurité de Khrouchtchev a fait l'objet d'une attention toute particulière. Plus d'hommes ont été mobilisés pour le protéger que pour n'importe quel autre dignitaire en visite officielle dans le pays. Et ce, pour d'excellentes raisons. D'abord, le FBI a estimé qu'environ 25 000 Américains voulaient assassiner Khrouchtchev au cours de son séjour. Ensuite, les membres du KGB, les services secrets soviétiques, ont gentiment prévenu leur homologue américain. La moindre tentative d'assassinat, même ratée, entraînerait une attaque nucléaire immédiate sur les États-Unis. En partance pour New York, Khrouchtchev se lance dans un débat animé avec son guide officiel Henry Cabot Lodge. Le sujet de la conversation a été choisi par Khrouchtchev. Si une guerre nucléaire éclatait entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui la gagnerait? Lodge n'en revient pas. La raison pour laquelle Khrouchtchev aborde ce sujet sur le sol américain est on ne peut plus claire. Il veut rappeler aux Américains que l'Union soviétique est une superpuissance avec laquelle il faut compter. Pendant ce temps, à Manhattan, cible probable d'une attaque nucléaire soviétique potentielle, plusieurs centaines de milliers de New-Yorkais descendent dans la rue pour accueillir M. K. Pour être tout à fait exact, la plupart des gens sont là soit par curiosité, soit pour l'insulter. Et lorsqu'un dirigeant communiste visite l'Amérique au beau milieu de la guerre froide, ce ne sont pas les sujets de protestation qui manquent. Les New-Yorkais vont rapidement déchanter. Pour des raisons de sécurité, le convoi de Khrouchtchev traverse la ville en 6 minutes, pas une de plus. Finalement, personne n'aura pu l'apercevoir et encore moins l'insulter. Marmonnant qu'ils se sont déplacés pour rien, les New-Yorkais commencent à se disperser et paralysent Manhattan pour quelques heures de plus. Pendant ce temps, K participe à son premier événement officiel dans la grande cité. Le déjeuner du maire. Un repas tout à fait normal. Aussi normal qu'un coup de compteur Gégère pour vérifier que sa chaise, sa table et son assiette n'ont pas été irradiées. Dans l'Union soviétique, c'est le gouvernement qui finance ce genre de banquet. Mais aux États-Unis, les gens paient pour y assister. Imaginez un peu. Ils achètent leurs billets comme s'ils allaient au théâtre. Quand j'ai appris ça, ça m'a rappelé quelque chose. Lorsque j'étais enfant, tous les ans, le 14 septembre, il y avait une fête foraine dans la ville d'à côté. Elle attirait un public de tous âges qui venait surtout pour le cirque et le zoo ambulant. Pour un demi-rouble, on pouvait y voir un éléphant. Tous ceux que je connaissais allaient le voir, tous les ans. Ça se bousculait au portillon. Eh bien, aux États-Unis, c'était pareil. Sauf qu'au lieu de venir voir un éléphant, les gens venaient me voir, moi, l'ours russe. Ils se demandaient sûrement à quoi ressemble-t-il en vrai? Sait-il se tenir en société? Et ses manières à table? Sait-il au moins se servir d'une fourchette et d'un couteau? Khrouchtchev se comporte comme il faut à table. Quant à l'élite américaine, elle adopte une conduite irréprochable en l'honneur du dirigeant soviétique. On ne peut pas en dire autant du public qui, le lendemain, se presse devant le siège des Nations Unies. Red murderer! Red murderer! Red murderer! Get out! Red murderer! Red murderer! Red murderer!
call me a Russian, red. Of course, I got on a red dress, but that don't make me a Russian. What were you... and I slapped him. Were you doing any yelling? Were you talking at the time? I was waving at the thing that was coming over there, and then he said I was a communist because I was waving. I'm free to wave my hand up if I want to. I'm in a free country. You don't feel like those people that come here? They're troublemakers. Why did you come here to see this day? Just general I interest? was here every day since he'd been here on 34th Street and Commodore and everywhere that the procession be, I was there. Just curious or what? Just curious, and then too, if this man here is for any good, freedom, let him come. If it do this country any good for him to be here, I'm glad he's here. Where are you from? Alabama, Birmingham. And did you come up here to New York just to see Mr. Khrushchev or? When I'm here, I've been here 8 years. Wait a minute. Wait a minute. Le lendemain, Khrouchtchev doit se rendre sur la côte ouest. Nul ne peut prédire la tournure que vont prendre les événements. His two-day visit to New York over, Chairman Khrushchev flies 3,000 miles across the United States to Los Angeles. Bien avant que Khrouchtchev n'arrive dans l'usine à rêves, tout le gratin d'Hollywood s'est retrouvé au Café de Paris où se tient le déjeuner avec le dirigeant communiste. Même Marilyn Monroe, pourtant connue pour son retard légendaire, arrive en avance. Après un rapide repas, le président de la Fox, Spiros Kouras, prend la parole. Son discours commence de manière inattendue. Спасибо. I don't know whether you heard that, but the Soviet premier said, let's hurry up about it. Сколько? Спасибо. Mr. Chairman, this I was not going to tell in my speech. But your country is the greatest corporation, the greatest capitalistic firm, the greatest monopoly the world has ever known. Хорошая монополия. A very good monopoly. Хорошо, хорошо. Mr. Chairman, in all modesty, I beg you to look at me. My two brothers and I came from one of the smallest villages of Greece and from a very poor family. In 1910 on coming here, we work as humble boss boys. Because of the American system of equal opportunity. Now, I'm fortunate to be president of 20th Century Fox. Это производит очень сильное впечатление и на меня, и я выражаю вам большое уважение свое. Но меня этим вы не поразите. Если вы хотите знать, кто я такой, я стал трудиться, как только научился ходить. До 15 лет я пас телят, овец, коров у капиталиста. Потом я работал на заводе, на шахтах, на химических заводах. Я премьер-министра Великого Советского государства.
Хороша Америка, достойный ее народ, великий народ, а я гость президента, гость великой страны. Я очень благодарен и очень доволен, как я и мои товарищи, пребываем в Америке. Когда я ехал сюда, мне наметили маршрут, что я в вас посмотрю. А сейчас мне подошли и сказали, нет, вы, говорит, в такой-то городок поехать не можете. Как называется он? Да. Я говорю, почему? Мне говорят, видите, ехать вам нельзя туда потому, что мы, вот послушайте, мы, то есть американские власти не могут, если я туда поеду, гарантировать мою безопасность. Что у вас там, холера, что ли, развелась, понимаете, или что там, понимаете, чума, что ли, что я могу заразиться? Или бандиты захватили, которые могут меня уничтожить там? Я говорю, что я очень хотел бы поехать и посмотреть. Вот мое положение, гостя вашего. Это непостижимо для моего понимания. Я считал, что у вас организованное хозяйство, что если я приезжаю, так моя безопасность не будет заключаться не в том, что меня посадят, понимаете, в какую-нибудь закрытую машину и будут там парить так под лучами, понимаете, вашего, понимаете, солнца, выпарить, понимаете, все соки. Я думал, что я здесь буду свободно ходить среди свободного американского народа. А мне говорит, нет, извольте. Я считаю, это очень у меня вызывает горькое сожаление. И я не могу не выразить своего огорчения. Спасибо за внимание. Beaucoup dans l'assistance se pincent pour y croire. Viennent-ils d'assister à une colère du dirigeant de la seconde puissance mondiale parce que sa visite à Disneyland a été annulée? La réponse est oui. From an entertainer's point of view, what do you think of the show today? It was a very interesting afternoon. What did you find most interesting? Nearly everything. What do you think of the ad-libs? Interesting. Very interesting. Is this what you expected here today? What did you come expecting? Roast beef. I expected it to be interesting. From one Hollywood spectacular to another, Soundstage 8, where the Cole Porter film musical Can-Can is in production. Notre visite a coïncidé avec le tournage d'une scène où des jeunes femmes en costume s'apprêtaient à danser le French Cancan. Pendant la danse, elles ont relevé leurs jupons et montré leur derrière. Enfin, pas tout à fait. Elles ont quand même gardé leurs culottes. Mais quand même. D'après ce que j'ai vu, c'était un film très olé olé. Nous, les soviétiques, nous n'avons pas l'habitude de voir ça. C'était un film pour adultes. Parmi les invités, d'autres se posent la même question. Mais pourquoi donc avoir choisi ce film précis pour mettre Hollywood en avant ? Une fois la scène de French Cancan terminée, Khan n'a l'air ni choqué, ni offensé. À ce moment-là, les photographes ont commencé à me mitrailler, entourés de toutes ces jeunes femmes. J'en ai entendu un dire à l'une d'elles, qui se trouvait juste à côté de moi, « Soulève ton jupon, plus haut, plus haut, plus haut !» Apparemment, il voulait prendre une photo coquine de moi. C'était un geste délibérément anti-soviétique.
Je pense qu'il voulait me discréditer en prenant une photo pareille. Je l'imagine dire « Regardez, Khrouchtchev est allé à Hollywood et a posé avec des jeunes filles légèrement vêtues. » La visite à Disneyland annulée, rien n'avait été prévu en remplacement dans l'agenda officiel, obligeant la délégation et M. K à rouler sans but dans la banlieue sans fin de Los Angeles. Trois longues heures plus tard, Khrouchtchev arrive enfin à l'hôtel Ambassador, où il est attendu pour un dîner officiel avec le maire de Los Angeles. Tout se passait à merveille, jusqu'à ce que le maire de Los Angeles prenne la parole. Je ne me souviens plus de son nom, mais il n'était pas gros et il n'avait pas de groin. Autrement dit, il ne ressemblait pas aux capitalistes tels que les représentent nos artistes sur les affiches de propagande. Mr. Chairman, we do not agree with your widely quoted phrase, "We shall bury you." You shall not bury us. We're happy with our way of life. We recognize its shortcomings and are always trying to improve it. But if challenged, we shall fight to the death to preserve it. Cette petite phrase « Nous vous enterrerons » poursuivait Khrouchtchev depuis bientôt 3 ans. En 1956, alors qu'il s'adressait aux ambassadeurs occidentaux à Moscou, il a déclaré « Que cela vous plaise ou non, l'histoire est de notre côté. Nous vous enterrerons. » Ce qu'il sous-entendait, c'est qu'un jour ou l'autre, le socialisme l'emporterait sur le capitalisme d'un point de vue économique et politique. Mais les médias américains avaient sorti la phrase de son contexte pour nourrir leur prose anticommuniste. Khrouchtchev veut vous tuer. Le dirigeant russe avait déjà expliqué maintes fois ce qu'il avait voulu vraiment dire par là, et il n'avait pas l'intention de le répéter une fois de plus. Ça m'a mis hors de moi. Bien sûr, j'aurais pu faire semblant de rien. Mais parfois, ces anticommunistes primaires ont besoin d'un bon coup dans les dents. Alors, à la fin de mon discours officiel, j'ai décidé de contre-attaquer. Я обращаюсь к вам, дорогой мэр, мой хозяин. Вы хорошо меня и моих товарищей угощали. Я вам благодарен. Но правду вам скажу. У вас так водится, нет? В своем выступлении вы сказали, что мы вас хотим похоронить. Я вас спрашиваю, зачем вы это говорите, когда я давал даже, когда приехал в Америку, давал разъяснение по этому вопросу? Ведь я думаю, что меры тоже, видимо, прессу читают. Во всяком случае, у нас председатели городских советов обязательно читают. Если они не читают, их тогда могут не выбрать на следующих выборах. Если так говорить языком серьезным, я приехал с серьезными намерениями, а вы хотите, знаете, шуточками отыграться. Так подумайте, о чем мы говорим. Мы говорим или о мире, или о войне, или о жизни, или о смерти наших людей. Après cela, Khrouchtchev semble se calmer un peu. Puis conclut son discours sur une note menaçante. « Vous savez, je ne me sens pas le bienvenu. Il m'a fallu environ 12 heures pour arriver dans votre pays. Je ne devrais pas mettre plus de 10 heures pour rentrer chez moi. Je suis le premier chef de l'Union soviétique à visiter les États-Unis. Je peux repartir, sans problème. Mais je doute qu'un dirigeant russe revienne de si tôt. »
Sous le choc, les convives tentent de comprendre ce que cela implique. Est-ce la fin du séjour de Khrouchtchev aux États-Unis ou le début de la Troisième Guerre mondiale? Un peu plus tard dans la soirée, Khrouchtchev pique une autre colère. Cette fois dans l'intimité de sa chambre d'hôtel. Il hurle, descend en flammes l'accueil des Américains et menace, une fois de plus, de quitter le pays dès le lendemain si les choses ne changent pas. La liste de ses doléances est plutôt longue. Il se plaint de la longueur des repas officiels, de ne pas pouvoir rencontrer de vrais Américains, de l'annulation de sa visite à Disneyland et, bien sûr, de l'attitude du maire de LA. Il a l'air tellement furieux que même ses assistants, pourtant habitués à son caractère, commencent à s'inquiéter. Soudain, il affiche un large sourire, pose l'index sur ses lèvres et montre le plafond où, selon lui, le FBI a installé des micros. Khrouchtchev bluffe. Il veut faire peur aux Américains pour être encore mieux traité. Et cela fonctionne à merveille. Well, we'll switch now to Washington for more on the Capitol's feelings about this aspect of the tour from CBS News correspondent Howard K. Smith. Washington, where or near where the climax of Khrushchev's trip will be played in a few days, has watched the Soviet leader's tour past the halfway mark with mixed feelings. There is, as the White House statement said today, a profound wish that Khrushchev will be treated courteously on his tour. It would be a shame if relations between the giant nuclear nations which survived the Berlin blockade and the Korean War should now founder on a missed excursion to the Disneyland amusement park. Washington wants nothing to happen which would cast a shadow on the talks Khrushchev is to have with President Eisenhower here late this week. La décision de la Maison-Blanche d'apaiser Khrouchtchev prend effet dès le lendemain matin. Entre Los Angeles et San Francisco, son train est autorisé à marquer quelques arrêts pour lui permettre d'aller enfin à la rencontre des citoyens américains ordinaires. I am impressed by the number of people waiting to see the Soviet premier. Maybe we can talk to some of these people and find out just exactly why they came out to see Mr. Khrushchev. Tell me, how did you happen to come down to the station today to see the Soviet premier? Well, we thought we'd like to have a look at him and put so much about him. Is there anything you'd like to say to him? Not particularly. Just curiosity. Right. Have you ever been down to the station before to see any other personality pass through? No, I'm afraid I haven't. How about you, sir? What's your interest in coming down to the station today to see this train? Oh, I'm sorry, I don't speak English very well. Well, you speak very well. I just came here for curiosity, that's all. Curiosity. Well, that's as good an answer as I've had all day. Pour la toute première fois depuis son arrivée, M. K est au contact du peuple américain. Et il adore ça. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que les Américains le lui rendent bien. Évidemment, à leurs yeux, il est toujours un dictateur communiste. Mais il est aussi devenu une célébrité. La star tout à tour joviale, comique, grincheuse, bref, imprévisible du tout premier show médiatique diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur K commence à leur rappeler un personnage de sitcom familier, l'oncle ronchon et râleur qui cache un cœur en or. Après tout, l'Américain moyen comprend parfaitement qu'il puisse être déçu qu'un bureaucrate lui interdise d'aller à Disneyland. Dans le train, Khrouchtchev demande soudain à Henry Cabot Lodge. « Dites, vous vous souvenez du maire de LA ?»« Le maire ?» répond prudemment son guide, ne sachant pas à quoi s'attendre et craignant une autre crise de colère. « Oui, » reprend Khrouchtchev. « Je crois qu'il a essayé de lâcher un petit paix. » Mais au lieu de ça, il s'est fait dessus, dit-il en éclatant de rire.
D'un coup, il tire un trait sur cette mauvaise expérience et devient d'excellente humeur pour le reste de la journée. Le lendemain, à San Francisco, dès 5 heures du matin, les badauds commencent à se masser devant l'hôtel Mark Hopkins. Ils viennent d'horizons différents, mais ont tous un point commun. Ils sont littéralement fascinés par Khrouchtchev. Lorsque Khrouchtchev et son entourage pénètrent dans un Quality Foods, une foule de curieux et de journalistes a déjà envahi les lieux. Les clients réguliers n'en croient pas leurs yeux. Dès que K entame sa visite, tout le monde se rue vers lui pour ne pas rater une miette de ce moment historique. Un dirigeant communiste dans un supermarché capitaliste. Les caméramens et les photographes sont pris de folie. Ils jouent des coudes et escaladent les présentoirs pour prendre la bonne photo de M. K. Les mamans portent leurs enfants à bout de bras pour qu'ils aperçoivent le roi rouge. Les jeunes filles sont au paradis. L'une d'elles lui serre la main et s'écrie « Il m'a touché !» et tombe dans les pommes. Bientôt, les policiers ne parviennent plus à maîtriser la foule. Ils écourtent la visite et escortent le dirigeant russe hors du magasin. Cette aventure conclut en beauté la première semaine de Khrouchtchev en Amérique. From San Francisco, Mr. Khrushchev flies to Des Moines, Iowa, a city in the center of the United States. What do you folks think about Nikita Khrushchev's coming to Des Moines? Are you in favor of it? Well, I think it's a wonderful thing for him to see ordinary people live and how we live in America. If you did see him, would you wave? Oh, yeah, I'd wave at him. I'd wave anyway if I didn't like him, you know. It'd be a poor wave, you know. A poor wave? Yeah. Thank you very much. And that's the way the people feel along the drug counter of Katz Drug Store. Now, to see how things have been progressing from that point, let's pick up the Khrushchev party with our live television cameras to get this exclusive view. The temperature was some 36 degrees in this cooling room. Mr. Menshikov, the Soviet ambassador to the United States, tried to hurry the premier along. Après la visite de l'usine, nous sommes entrés dans la salle où la dégustation était censée se dérouler. Le matériel des équipes de télé et de radio était déjà sur place. Il y avait des journalistes dans tous les coins. Ce capitaliste, je parle du directeur de l'usine, s'y connaissait en marketing. Apparemment, il avait décidé de profiter de ma visite pour promouvoir gratuitement ses produits. Après cela, il pourrait dire « Khrouchtchev a visité notre usine. Il a fait une dégustation. Il a apprécié nos saucisses. Cela veut dire que ce sont les meilleures du marché. » Et voilà comment je me suis retrouvé à m'empiffrer de saucisses américaines devant les caméras de télé. Une fois de plus, les événements prennent une tournure inattendue. Le dirigeant communiste le plus célèbre du monde est sur le point de se transformer en un personnage familier du capitalisme américain. La star qui fait de la publicité. Вы когда-нибудь ели уже американские сосиски или первый раз? I think it's my first time. Wait a minute, we want to get your face. Let's open this television. Open the way to the camera. All right, let's back up, please. Back up.
Okay. Mr. Khrushchev had his first Frankfurter in the sausage-making department of the packing plant. He proclaimed it good, except he said the trouble was there wasn't any beer to go with it. He also said that the sausage was so excellent they should not change the formula. It hadn't been suggested that they were thinking of changing the formula. Nikita Khrushchev is at the heart of the matter tonight in Des Moines, Iowa, where he's the biggest attraction since the Iowa State Fair closed about 2 weeks ago. Well, tomorrow, Mr. Khrushchev goes to the Garst farm, the real object of his visit to Iowa. He had said all along that he hoped to visit his old friend Roswell Garst at Coon Rapids. Our live television cameras will be on the scene, and tomorrow night at 8 o'clock, we'll return with a complete report on Khrushchev on the farm. L'agriculteur excentrique et millionnaire Roswell Garst, que le chef de l'Union soviétique surnomme affectueusement « mon meilleur ami américain », a une histoire étonnante. Les deux hommes se sont rencontrés 4 ans plus tôt. Garst s'était rendu en URSS en tant qu'expert agricole pour donner une série de conférences sur le maïs hybride. Contre toute attente, il se retrouve en tête-à-tête avec le dirigeant communiste. À la fin de l'entrevue, l'Américain convainc Khrouchtchev de lui acheter 5000 tonnes de semences hybrides. En quelques jours, cette rencontre improbable avec le leader communiste fait de notre fermier un capitaliste dont la fortune se compte bientôt en millions de dollars. Malgré cela, même une personne aussi avisée que Garst n'aurait pu prévoir ce qui l'attendait en cette journée du mercredi 23 septembre 1959. Bien avant l'arrivée de Khrouchtchev, sa ferme se transforme en une maison de fous. Plus de 300 journalistes épuisés et surexcités courent dans tous les sens, comme une bande de garnements qui n'auraient pas fait leur sieste. Il y avait ce jour-là, à la ferme, une véritable armée de journalistes. Garst a commencé à me faire visiter les lieux et une horde de journalistes, de photographes et de caméramens s'est mise à nous tourner autour. Littéralement, il y en avait partout. Garst n'a pas tardé à se mettre dans une colère noire, et pour cause. Ils étaient en train de piétiner ses cultures. Ils faisaient plus de dégâts qu'une nuée de sauterelles. Soudain, un journaliste américain s'est planté juste en face de nous. Il voulait certainement nous prendre en photo. Mais Garst était tellement hors de lui qu'il lui a botté les fesses. D'ailleurs, je dois dire qu'il a laissé une belle empreinte sur son pantalon. C'est la première fois qu'un homme bénéficie d'une telle couverture médiatique aux États-Unis. Cette visite officielle marque le début d'un phénomène aujourd'hui bien connu. Une information rapportée, enregistrée, répétée à satiété. La naissance des médias tels que nous les connaissons aujourd'hui. Quelque chose a changé en Amérique, c'est évident. À peine 10 jours plus tôt, lorsque Khrouchtchev arrivait à Washington, la foule était plongée dans le silence et l'inquiétude était palpable. Aujourd'hui, tout le monde sourit, applaudit et fait signe de la main. Bien sûr, Khrouchtchev n'a pas converti les Américains au communisme, mais il a réussi à les séduire. Et dans une certaine mesure, il les a aussi libérés de leur peur. Certes, c'est l'un des dirigeants communistes les plus puissants du monde, mais personne n'est parfait. Et malgré tous ses défauts, les Américains se prennent d'affection pour ce vieux monsieur. Khrouchtchev a l'air de bien les aimer, eux aussi. À Pittsburgh, K visite une aciérie. Un ouvrier lui offre un cigare.
Khrouchtchev ne fume pas, mais il est touché par son geste. Il glisse le cigare dans sa poche, remercie l'ouvrier et, contre toute attente, enlève sa montre et lui en fait cadeau. En un instant, la montre de Nikita Khrouchtchev fait de Kenneth Jacquet une véritable star. Le lendemain, il se rend même dans une bijouterie pour savoir à combien il devrait la faire assurer. Le bijoutier lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Le dirigeant de la plus grande nation du monde portait une montre à 14 $. From Pittsburgh, Mr. Khrushchev flies back to Washington. He returns to the capital city from which his American journey began. Behind him are busy days of traveling and constantly meeting people. Ahead are a few days of private conversations with President Eisenhower. Le retour de Khrouchtchev à Washington marque la fin de ses vacances américaines. Demain, il devra se mettre au travail. Les deux hommes les plus puissants du monde passeront quelques jours à Camp David pour aborder les nombreux problèmes liés à la guerre froide. Il semble clair que le plan des hommes du président a échoué. Le voyage n'a pas attendri Khrouchtchev, bien au contraire. Il sort renforcé de ce voyage à travers les États-Unis. Et personne ne peut prévoir l'issue de ce tête-à-tête historique. Trois jours plus tard, lorsque Khrouchtchev et Eisenhower quittent Camp David pour rentrer à Washington, il est clair que les négociations n'ont débouché sur rien. Ils ne sont tombés d'accord ni sur Berlin, un point chaud de la guerre froide, ni sur le désarmement ou même les relations commerciales. Que s'est-il donc passé? Pendant nos discussions à Camp David, Eisenhower n'arrêtait pas de me dire « Monsieur Khrouchtchev, j'aimerais vraiment que l'on se mette d'accord sur ces sujets brûlants. » À cela, je répondais « Monsieur le Président, cela me ferait grand plaisir à moi aussi. » Mais au fond de moi, je me disais « Comment voulez-vous que l'on se mette d'accord ?» À l'époque, nos deux pays étaient en totale opposition dans presque tous les domaines. Les conditions n'étaient tout simplement pas encore réunies pour que nous tombions d'accord sur quoi que ce soit. Honnêtement, je ne m'étais pas fait d'illusions. Je ne pensais pas que nous ferions disparaître tous les problèmes mondiaux d'un coup de baguette magique. Il faut être réaliste, Moscou ne s'est pas fait en un jour. Nous sommes venus aux États-Unis pour voir et être vus. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Cela dit, ces tête-à-tête n'ont pas été complètement inutiles. Les deux hommes ont partagé plusieurs repas ensemble, ont regardé des films et fait de longues promenades. Ils ont appris à mieux se connaître et même à s'apprécier un peu. Avant de repartir, Khrouchtchev invite Eisenhower à venir en Russie au printemps suivant. Ce dernier s'empresse d'accepter l'invitation. Les mois qui suivent le retour de Khrouchtchev des États-Unis marquent un réel réchauffement des relations entre les deux pays. Les Russes transposent aux États-Unis en général l'image positive des Américains véhiculée par K, mais aussi de façon surprenante par les médias soviétiques. Quant aux Américains, ils appliquent l'image du dirigeant russe, bon vivant, terre à terre, au reste de l'Union soviétique. Un peu partout dans le monde, et pas seulement en Union soviétique et aux États-Unis, on dit que la guerre froide est sur le point de se terminer, qu'une ère nouvelle commence. Mais tout bascule le 1er mai 1960, lorsqu'un U-2 est abattu au-dessus de l'URSS. Khrouchtchev est sous le choc. Il se sent personnellement trahi par le président des États-Unis. Depuis quelques mois, il appelait Eisenhower son ami américain, et voilà que son soi-disant ami lui donne un coup de poignard dans le dos. Khrouchtchev ne tarde pas à se venger. Hors de lui, faisant fi de l'étiquette diplomatique, il annule publiquement l'invitation d'Eisenhower en Russie. Это или сам не понимает, я не знаю, вообще, я не понимаю. Я считаю так, что где человек гадит, туда он не ходит, понимаете, обедать.
Значит, это элементарно, понимаете. Ну как же президент нагадил в Советском Союзе и ко мне Хрущева на обед прибыл? Ну как же я его буду угощать, знаете? Khrouchtchev va encore plus loin. 2 semaines plus tard, il arrive à Paris pour la conférence au sommet entre les 4 grandes puissances qui occupent Berlin. Une fois de plus, il demande au président Eisenhower de s'excuser officiellement pour l'incident de l'avion espion. Eisenhower ne veut pas accéder à sa requête. En guise de représailles, Khrouchtchev s'en va avant même que les discussions ne commencent. Et ce n'est pas fini. À l'encontre de tout protocole, il se nomme chef de la délégation soviétique à l'ONU et retourne à New York 1 an exactement après son premier voyage. Il attaque Eisenhower sur son propre territoire. À l'ONU, Khrouchtchev rencontre Fidel Castro pour la toute première fois. Un jour, pour montrer son mécontentement suite à un discours, il enlève sa chaussure et frappe son pupitre avec. Cet incident, qui n'a duré que 30 secondes, restera gravé à tout jamais dans la mémoire collective occidentale et finira par recouvrir le souvenir de sa première visite en terre américaine. En 1962, Khrouchtchev envoie des missiles nucléaires au gouvernement communiste de Cuba. Quand les Américains l'apprennent, le président Kennedy ordonne le blocus naval de l'île et demande à Khrouchtchev de retirer les missiles. Pendant 13 jours, le monde entier est au bord de la guerre nucléaire. Mais, à la dernière minute, Khrouchtchev fait machine arrière. Évidemment, il a de bonnes raisons de le faire. Après tout, c'est un politicien avisé et talentueux. Et si l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Khrouchtchev n'a pas appuyé sur le petit bouton rouge était le souvenir de son amourette fugace mais sincère avec l'Amérique au beau milieu de la guerre froide? Alors, peut-être que ce voyage était plus important qu'on ne le croit. Ou peut-être pas. Qui sait ce qui a bien pu passer par la tête de ce Russe bon vivant et souriant, qui a traversé les États-Unis d'est en ouest il y a de nombreuses années de cela.